Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Coléo. Aujourd'hui, il va s'agir de confectionner, d'effectuer, d'élaborer le top. Mon top personnel des films du 2022. Un top 10, non pas un top 10, ni même un top 15, peut-être un top 20. En fait, il y a entourloupe, puisqu'il y a des places où les films sont ex aequo. J'ai mis un petit peu tous les films que j'ai aimés, donc on n'est pas sur un top 10, mais plus sur un petit peu le classement des films qui m'ont plu, des films que j'ai aimés, des films les films qui ont résonné en moi cette année, les films sur lesquels j'ai été sensible, la sensibilité d'un homme. Bonne année, bonne année, bonne année. Alors je suis malade, ça évidemment c'est les repas de famille, les fêtes de fin d'année. Voilà, je suis revenu avec la maladie. Donc on va essayer de survivre, on va essayer de ne pas mourir et d'effectuer un classement prospère. Ça ne veut rien dire, mais ce classement il est prospère. Attention, on va essayer d'être limpide, d'être lucide, d'être rapide, de pas faire en sorte que ça dure 4000 ans. Aussi, évidemment, la plupart des films mentionnés dans ce top sont des films que j'ai déjà mentionnés dans toutes les vidéos du calendrier de l'Avent. Donc il y en a bien la moitié dont je vous ai déjà parlé, mais c'est l'occasion de revenir, de rajouter une couche et de dire ce qui est bien pour moi cette année au niveau du cinéma international, du cinéma mondial, à travers le monde et le temps de cette année 2022. Bref, ah oui, je n'ai pas dit, mais on va commencer par le top 1. Voilà, on va aller du top 1. Ah oui, c'est un truc qu'il faut que j'explicite quand même. C'est quoi mon top à peu près? C'est-à-dire que les 5 premiers, on va commencer par les 5 premiers. Les 5 premiers sont des évidences. Il y a des ex-aequo, donc c'est un peu plus que 5. Mais les 5 premiers sont des évidences pour moi. Vraiment, c'est des films qui résonnent, qui ont eu un écho en moi. Donc pour moi, ils sont inévitables. C'est les films que j'ai préférés. Après, les films qui viennent après sont des films que j'ai aimés, mais c'est moins des évidences. Mais n'empêche que tous les films que je vais mentionner après sont des films qui sont des bons films de cette année 2022. D'ailleurs, cette année 2022 a été une année prolifique. Une très bonne année de cinéma avec beaucoup de choses. Moi, il y a des films en 2022 qui sont dans mon panthéon. Ça y est, c'est dans mes classiques. C'est signé, c'est validé. Paf, le tampon de Coléo. C'est parti! Attention, le numéro 1 de cette liste de ce top, c'est bien évidemment Nope de Jordan Peele, qui se hisse à la première place. C'est vraiment le film qui est rentré comme une évidence. C'est vraiment une évidence. Il est dans mes classiques personnels. Vraiment, dès que je l'ai vu la première fois, ça m'a fait le même effet que la première fois où j'ai vu La Mouche, par exemple, de Cronenberg, où je me suis dit, ça y est, ce film, c'est un de mes classiques. C'est un film que je vais revoir et encore revoir d'année en année et que je vais kiffer. Et là c'est pareil pour Nope. Je l'ai vu 3 fois en salle au cinéma et vraiment cette année c'est le film qui m'a le plus halluciné, avec des visuels complètement démentiels. Il y a des images que j'avais jamais vues au cinéma. Vraiment c'est une expérience de cinéma assez folle. Le film m'a particulièrement touché parce que en fait je me suis rendu compte que Jordan Peele avait les mêmes influences et inspiration que moi, c'est-à-dire le cinéma d'animation japonais, Akira, Evangelion, tout ça, tu sens que ça... Tu sens qu'il a mis tous ces petits éléments dans sa petite potion, qu'il a touillé, et bam, évidemment, ça m'a touché, parce que tout ça, ça m'a sauté à la figure, et évidemment, ça ne pouvait que me plaire. Nope, c'est un peu les dents de la mer avec un ovni. C'est génial. C'est chaudement recommandé. Numéro 1 ex aequo. Ah, j'ai pas dit. Mais en numéro 1, j'ai mis 3 films ex aequo. Ah, putz. Embrouille. Il y a embrouille sous roche, évidemment. Pourquoi est-ce que j'ai mis 3 films ex aequo? Parce qu'en fait, il y a Nope, qui est l'évidence pour moi en 2022. Il est indétrônable. Mais il y a des films qui ont été des expériences phénoménales en salle de cinéma. Donc c'est plus parce que c'est des expériences extraordinaires que j'ai eues en salle que j'ai rajouté en 1 ex aequo à Avatar 2, évidemment, de James Cameron, parce que ça a été, je l'ai déjà vu 2 fois et j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner évidemment, et ça a été une expérience extraordinaire dans la salle, quoi. Vraiment, pour moi la 3D, le HFR, les nouvelles technologies repoussées dans leur retranchement, là vraiment moi ça m'a halluciné. Vraiment, je trouve que le HFR, le fait que la vitesse
d'images, il y a des variations, ça m'a halluciné, ça m'a retourné. Le film, je le trouve incroyable, il est passionnant de bout en bout. Évidemment, j'ai des réserves. Sur Avatar 2, j'ai des réserves. Là où Nope, par exemple, c'est un film où j'ai aucune réserve. Pour moi, il y a tout qui fonctionne. J'ai aucun problème avec le film, je peux nommer aucun défaut en fait sur Nope. Avatar 2, j'ai des réserves, il y a des choses qui m'ont moins plu, mais il n'empêche qu'en définitive, c'est le cinéma qui gagne. Tout ce qui est positif, tout ce qui est extraordinaire dans le film, ça pèse plus lourd que le négatif, et pour moi c'est le cinéma qui l'emporte, c'est le film qui l'emporte, c'est James Cameron qui l'emporte. Le film est en train de devenir un succès monumental. Ça ne fait aucun doute, pour moi ça ne faisait aucun doute qu'il allait être un succès absolument incroyable. Il y a un truc que j'aime énormément dans le film, c'est le deuxième tiers. Faut voir que le film dure quand même 3 heures, plus de 3 heures. Et pour moi le deuxième tiers il est fantastique, le film se pose, prend le temps, on prend le temps de voyager avec les personnages, d'être immergé dans cet univers, dans l'eau, la voix de l'eau, The Way of Water. Franchement j'ai trouvé cette partie du film extraordinaire, en dehors de tout ce qui est le spectaculaire, l'action, vraiment. Là où le film, je trouve, est le plus spectaculaire, c'est dans les choses plus simples. L'émerveillement, la nature, les relations entre les personnages, ces personnages vers lesquels moi je me suis vraiment attaché, cette amitié entre un homme et une baleine, tout ça, le personnage de Killy que je trouve incroyable, joué par Sigourney Weaver. Le film est monumental, je pense que c'est un film incroyable de cette année 2022, et allez-y si vous ne l'avez pas déjà vu, je pense qu'il va faire des millions et des millions d'entrées en France, c'est déjà le cas. Très certainement qu'il va atteindre Avatar premier du nom. Moi je trouve le film extraordinaire. Numéro 1 toujours, parce qu'ils sont 3 ex aequo. Ça c'est un film dont j'ai pas parlé dans les vidéos du calendrier de l'avant, c'est Moon Age Daydream. Qu'est-ce que c'est que Moon Age Daydream? Alors là c'est un film un peu particulier parce qu'il s'agit d'un film documentaire, et c'est un film documentaire sur David Bowie. C'est un film qui a été mal diffusé dans les salles de cinéma en France. Il a été diffusé dans très peu de salles, je pense. Je pense qu'il a été très peu visible. J'ai eu la chance de le voir en salle de cinéma, c'est pour ça que j'en parle. Parce que vraiment, je pense, cette année 2022, c'est mon expérience au cinéma la plus dingue qui m'a vraiment chamboulé. Je pense que c'est un film qui peut vraiment chambouler et qui peut changer un petit peu la vie. En fait, ça fait partie de ces films où, après l'avoir vu, ça peut vraiment changer ta vie. Qu'est-ce que c'est que Moon Age Daydream? C'est, comme je le disais, un documentaire sur David Bowie, mais c'est pas juste un documentaire, c'est pas juste un biopic, c'est plus une expérience visuelle et psychédélique, parce que c'est pas un film avec une voix off où on va vous raconter qu'est-ce que c'est la vie de David Bowie de façon plan-plan. C'est pas du tout ça le film. Le film, c'est vraiment une expérience où, avec le travail du montage, du son, on va vous faire vivre des choses. Et c'est vraiment l'objectif du réalisateur. Vraiment, je trouve il y a un énorme travail de montage pour faire ressentir, vivre des choses physiquement, émotionnellement. C'est assez fou. Il y a de la musique tout le temps, évidemment, puisque c'est sur David Bowie, donc il y a la musique de David Bowie en permanence dans le film. Il y a des tentatives de montage, visuellement, il y a plein de choses qui se passent. Il y a un moment, bam, on va parler de David Bowie qui fait de la peinture, et juste on va voir les peintures de David Bowie. Ça m'a particulièrement ému. Il est difficile à décrire le film, et je pense que c'est une expérience à voir au cinéma. Là, les 3 films numéro 1, je pense que 50% voire 80% de l'expérience, c'est le cinéma, quoi. C'est la salle de cinéma. En dehors, ça perd beaucoup de son impact. Ça, c'est un truc que je vais répéter beaucoup. Mais il faut voir ces films, il faut voir les films au cinéma, quoi. Dans une salle, avec un écran le plus grand possible. Avatar, par exemple, il faut le voir dans les meilleures conditions possibles. Avec la 3D si possible, même si on n'aime pas la 3D. Parce que le film, il est pensé pour la 3D. Et Moon Age Daydream, je vais avoir des difficultés à en parler, mais c'est un film tout à fait extraordinaire s'il était resté plus de temps, parce qu'il est resté une semaine à l'affiche, moi, dans ma salle, et après il est parti. Hein. Vraiment, je pense qu'il a fait très peu d'entrées. S'il avait été plus longtemps dans la salle, j'y serais retourné. Parce que vraiment, ça m'a chamboulé. Je suis ressorti du film, j'avais envie de créer, j'avais envie de faire de la peinture. Vraiment, c'est un film qui donne envie de faire des choses, de créer, de vivre. C'est un film plein de sensibilité, qui parle de la vie, du deuil, de la création, vraiment à travers David Bowie. En fait, c'est prendre David Bowie comme matière première pour parler de plein de choses. De la vie, de la création, de qu'est-ce que c'est que de créer, de qu'est-ce que ça implique, et le succès, tout ça.
Et il n'y a pas de voix off dans le film, c'est que les interventions de David Bowie, en fait, des archives, des interviews de David Bowie, et c'est David Bowie qui va parler dans le film, les chansons de David Bowie. Et c'est que ça pendant 2 heures, avec des moments visuels et psychédéliques. Vraiment, c'est de la folie. J'ai trouvé ce film extraordinaire. Si vous avez l'occasion de le voir dans une salle de cinéma, allez-y. C'est extraordinaire. Bonne année. Numéro du top du, c'est 3000 ans à t'attendre. De George Miller, une autre évidence. Lui, il est rentré dans le top 2022 directement. Encore une fois, c'est un film que j'ai vu plusieurs fois. Vous allez voir que beaucoup des films que j'ai aimés, souvent c'est des films que j'ai revus et que j'ai revus parce que vraiment, par exemple Avatar, j'ai envie d'y retourner quoi. Nope, s'il était encore à l'affiche, j'y retournerai. Vraiment, c'est des films où j'ai envie d'y revenir. C'est des films riches, passionnants, et t'as envie de replonger dans tout cet univers. George Miller, évidemment, moi c'est un réalisateur que j'adore. Mad Max Fury Road, c'est pour moi l'un des meilleurs films de ces 10 dernières années, son précédent film. C'est fantastique. Si vous avez jamais vu Mad Max Fury Road, cassez-vous, allez voir le film, si possible dans une salle de cinéma, parce que vraiment, encore une fois, c'est une expérience. 3000 ans à t'attendre, malheureusement, il n'a pas trouvé son public en salle cette année. Il s'est planté. Malheureusement, c'est assez dommage, et pourtant c'est un film passionnant. Encore une fois, il y a une vidéo du calendrier de l'Avent le concernant. Je trouve le film génial. C'est un film sur les récits, sur qu'est-ce que c'est le pouvoir du récit, de l'histoire. C'est une histoire d'amour impossible. C'est un film sensible. C'est un film qui à la fois parle des sentiments, d'une histoire d'amour, et en même temps arrive à balancer des choses épiques, des scènes assez extraordinaires. Vraiment, 3000 ans à t'attendre, c'est absolument génial. C'est un film de mise en scène. George Miller, c'est un extraordinaire metteur en scène. C'est un extraordinaire conteur d'histoire. Vraiment, c'est un film fantastique. Il est numéro 2. Numéro 3, c'est mon film d'animation préféré cette année. C'est Nico. La chance sourit à Madame Nikoko, je crois, en français. Et lui, c'est pareil. C'était une évidence. Un film que j'ai adoré. J'avais déjà absolument adoré Les Enfants de la Mer, le film précédent du réalisateur. Et là, Nikoko, c'est une merveille. Je ne sais que dire de plus que aller regarder ce film qui, encore une fois, a fait assez peu d'entrées. Je pense qu'il a été assez peu vu. Vous n'allez pas beaucoup le voir dans les top 10 de fin d'année, et c'est bien dommage. Vraiment, c'est un film qui parle d'une mère et de sa fille, de relations mère-fille, de 2 personnages qui sont très différents, qui sont aux antipodes les uns des autres, et 2 personnages. En fait, c'est un film qui parle de personnages qui essaient de trouver leur place dans le monde, et des personnages qui sont étranges. Mais en fait, on se rend compte que tout le monde a ses bizarreries, tout le monde est étrange, personne n'est normal. Ça n'existe pas en fait. Être normal, ça veut rien dire. Et du coup, c'est se rendre compte que on est tous un peu bizarres, on a tous nos bizarreries, nos étrangetés, et c'est ce qui fait de nous ce qu'on est aussi. C'est ce qui fait de nous les gens, les personnes que l'on est, et c'est aussi peut-être aussi pour ça que les gens peuvent nous aimer. Et donc, c'est un film fabuleux. Voilà. On va pas être trop long, on va pas épiloguer. Hop! Nikoko, c'est fabuleux. Numéro, j'en suis à combien? Après les chiffres, là je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Et à partir de là, je vais juste dire des films que j'ai aimés cette année. Parce que sinon, on s'en sort plus. Numéro 4, After Yang. Fabuleux. After Yang, c'est un film qui m'a beaucoup marqué cette année. Un film avec Colin Farrell d'ailleurs. Et ça me fait penser que Colin Farrell, je l'ai vu dans beaucoup de films cette année. Et vraiment, il est extraordinaire. Il est dans After Yang, il est fabuleux. Il est dans The Batman, où il joue le pingouin, il est méconnaissable, il est fabuleux. Et en cette fin d'année, il est aussi dans un film qui s'appelle Les Banshees d'Inisherin. Et c'est un film où j'ai été quelque peu mitigé, mais sa performance dans le film, elle est phénoménale. Il est incroyable. Vraiment, c'est une grande année pour Colin Farrell. Il est fabuleux. Dans tous les films que j'ai vus, il est fabuleux avec lui. Et After Yang, c'est un film de science-fiction que j'appelle un peu science-fiction du quotidien, parce que c'est pas de la science-fiction grand spectacle, pour en mettre plein la vue, c'est pas Minority Report, c'est
un monde dans lequel il y a des androïdes, des robots de compagnie, et dans la famille de Colin Farrell, il y a un androïde, un robot de compagnie, qui va arrêter de fonctionner. Et ça va être l'enquête de Colin Farrell pour essayer de réparer, faire revivre ce robot qui en fait partie de la famille. Et sa place dans la famille. En fait, sa mort va imposer un questionnement au personnage du film. C'était quoi sa place dans ce film et du coup, le film va parler de la famille, du deuil, de la mémoire. Parce que qu'est-ce que tu conserves ? Qu'est-ce que ce personnage a conservé de tout ce temps passé avec cette famille ? Et on va voir ça, on va découvrir ça. C'est un film sensible, encore une fois. C'est un film, moi, qui m'a particulièrement touché. Toute cette réflexion sur qu'est-ce que le robot va avoir enregistré des moments de vie. Est-ce qu'il a développé une sensibilité ? Est-ce qu'il a développé un amour pour ces gens ? Et tout ça est passionnant et fascinant. Ce film est merveilleux. Voilà, mon numéro 4, c'est After Young. Numéro 5, Un monde de Laura Vendel. Film belge. Encore, lui, c'est vraiment un film hypercute cette année. C'est un film que j'ai vu en tout début d'année et qui m'est resté. Vraiment, le film m'a accompagné. Pour le coup, là, c'est un film que j'ai vu qu'une seule fois parce que c'est un film difficile. C'est un film compliqué. C'est un film qui parle du harcèlement scolaire. Et c'est un film qui nous met au plus proche des enfants, au plus proche de la cruauté de ces enfants. Et c'est difficile, je pense que pour les gens qui ont vécu du harcèlement scolaire, c'est hyper dur à regarder. C'est un film qui est assez oppressant. Il est très court, heureusement. Il dure à peine plus d'une heure, mais vraiment c'est un film incroyable. Les acteurs enfants sont tous fabuleux. Vraiment, les deux acteurs principaux sont fabuleux. D'intensité, de naturel. Vraiment, le film, ça fait partie de ces films que j'ai vus en début d'année et auxquels j'ai beaucoup repensé. Il y a des films comme ça qui t'accompagnent, comme After Young. Et j'ai pas arrêté d'y repenser. Et c'est des films qui vraiment m'ont marqué et ont marqué cette année 2022. Pour moi. Alors, là, maintenant, je vais dire des films que j'ai aimés cette année. Mais il n'y a plus de numérotation. Je vais juste, une petite dizaine de films que j'ai aimés. Et on va commencer par Air, dont j'ai déjà parlé dans les vidéos calendrier de l'Avent. Film indien. C'est une dinguerie, vraiment. Moi, je connais assez peu le cinéma indien et c'est dommage, vraiment, il faut que je m'y intéresse beaucoup plus. Et le RRR cette année, c'est une folie, quoi. C'est un film spectaculaire, c'est un film qui tente tout, vraiment, il est au-dessus de tous les films spectaculaires que vous pourrez voir cette année, toutes les marveleries, tous les films hollywoodiens qui tentent de faire du spectacle. RRR, il nous dit, voilà ce que le cinéma indien est capable de faire en termes de films blockbusters, spectacle. Vraiment, c'est de la folie. Il n'y a pas une scène qui est pas dingue. Le film n'arrête jamais pendant 3 heures. Il te fait une scène de danse, bam, scène d'action fabuleuse. Il y a des chansons, ça danse, ça chante. Les acteurs sont extraordinaires de charisme. C'est complètement fou, franchement. Dès que j'en parle, dès que je revois une bande-annonce, j'ai envie de revoir le film tellement le film m'a beaucoup marqué cette année. C'est absolument fabuleux. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma besace ? J'ai Decision to Live, le film coréen de Park Chan-wook. Encore un film qui m'a beaucoup marqué cette année, mais lui il m'a pas absolument... c'est un film génial, mais c'est un film qu'il va falloir que je revoie. Il y a des films comme ça où en les voyant vous vous dites putain c'est génial, j'ai trouvé ça extraordinaire, mais il y a un truc qui coince. Et Decision to Live, il a pas réussi à m'avoir dans l'émotion. Il a pas réussi à m'émouvoir, j'ai été sensible en fait à la proposition visuelle, la mise en scène, la virtuosité de Park Chan-wook, mais pas l'émotion en fait. Il m'a pas chopé sur son récit d'amour impossible. J'ai pas réussi à... J'aurais aimé être plus sensible, c'est pour ça qu'il faut que je le revoie. Il faut que j'ai une autre vision. Mais vraiment c'est un grand film de l'année. Park Chan-wook, c'est un des plus grands réalisateurs coréens vivant, vraiment, tout son cinéma est formidable. Si vous devez vous intéresser au cinéma coréen, vous pouvez commencer par Park Chan-wook. Son cinéma est absolument fabuleux et Decision to Live, vraiment, c'est un grand film sur un amour impossible. Voilà. Decision to Live, c'est très très bien. J'ai aussi
Ah, voilà un film dont j'ai pas parlé dans les calendriers de l'Avent, qui est Licorice Pizza. Licorice Pizza, qui lui est sorti en tout début d'année. Je crois que c'est le premier film que j'ai vu en salle en 2022. Et il m'est resté. Je l'ai vu 2 fois au cinéma. Et il m'est resté tout au long de l'année. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui dans ce top 2022. Le nouveau film de Paul Thomas Anderson, à qui l'on doit moult merveilles, comme par exemple There Will Be Blood. J'avais vu There Will Be Blood à l'époque au cinéma, et je m'étais pris, je sais plus en quelle année sortait le film, mais j'étais assez jeune, et vraiment, je me suis pris une tarte There Will Be Blood, c'était assez fou. Et je crois l'avoir jamais revu depuis la salle de cinéma. Bref, digression. Licorice, j'ai envie de dire Licorice Pizza. C'est un très beau film, c'est un film sur la jeunesse, l'amour naissant. C'est 2 personnages qui vont se rencontrer, l'un jeune et qui se balade dans la vie, en fait, qui va dans tous les sens. Il n'est pas encore majeur, mais il est en train de monter des entreprises, il fait plein de choses, il bouillonne. Et une femme plus âgée, je pense qu'ils ont bien 10 ans d'écart les deux, et qui elle sait pas trop ce qu'elle va faire dans sa vie, et elle va le rencontrer, et en fait elle va être emportée par cette tornade de ce jeune homme. Et les deux, c'est la relation de ces deux hommes, l'amour naissant, ces 2 personnages. Voilà, le film se passe fin des années 60, début des années 70. La musique est fabuleuse, l'OST, la musique du film est sensationnelle. Vraiment, j'ai beaucoup aimé suivre ces 2 personnages. Il y a un truc qui m'est beaucoup resté, je pense que c'est la toute première scène du film où on va voir les 2 personnages principaux se rencontrer. Et il y a un long plan séquence à un moment donné, et il y a quelque chose de... C'est capté pas grand chose, en fait c'est capté la curiosité naissante entre ces 2 personnages, et c'est très beau, et tu comprends que on va voyager, on va partir avec ces 2 personnages, ils vont s'éloigner, ils vont se rapprocher, et on va courir avec eux. On voit beaucoup les personnages, les corps courir dans le film. C'est très beau, vraiment c'est une sorte de roman, et c'est un très très beau film que je recommande, que Licorice Pizza. J'ai ensuite envie de parler de Elvis de Baz Luhrmann, qui est un film incroyable. Vraiment, j'ai adoré Elvis de Baz Luhrmann. Ça, c'est partie des films que j'aurais eu envie de revoir et que j'ai malheureusement pas eu le temps d'aller revoir en salle et que j'ai pas revu. Mais c'est fantastique. Évidemment, il faut aimer le cinéma de Baz Luhrmann, c'est-à-dire un cinéma qui n'arrête jamais, quoi. Un cinéma un peu épileptique, où vraiment ça va à 1000 à l'heure. Si vous avez vu Moulin Rouge, ce genre de film, c'est... je pense que tu peux très vite avoir un rejet du film, parce que vraiment c'est ça pendant 3 heures. C'est vraiment de la folie furieuse pendant 3 heures, quoi. Et moi c'est ça qui m'a plu, c'est vraiment les 20 premières minutes elles sont ma boule. C'est le montage, le rythme, le film n'arrête jamais, vraiment c'est assez fabuleux. L'acteur principal qui joue Elvis, il est investi, quoi, il est animé de Elvis Presley, c'est de la folie, vraiment il est assez génial. Et en plus il explose de charisme, vraiment il est d'un charisme. Vraiment, en fait Elvis il est filmé comme si c'était un surhomme, quoi, comme si c'était un super homme, comme si c'était un super héros. Et l'acteur dégage ça, vraiment, c'est incroyable. Il y a des scènes qui sont fabuleuses, l'OST elle est fabuleuse. Vraiment, Elvis c'est un des grands films de l'année, je trouve. C'est un film que je vais prendre beaucoup de plaisir à revoir, parce que vraiment c'est une expérience assez folle. Du coup, bim, on recommande Elvis de Baz Luhrmann. C'est validé. J'ai quoi dans mes petits chaussons? Ah, parlons de cinéma japonais. J'aime le cinéma japonais, que ce soit le cinéma d'animation, le cinéma live. C'est un cinéma qui me touche particulièrement. Et cette année est sorti le nouveau film de Hamaguchi, qui nous avait sorti l'année dernière Drive My Car, qui avait fait beaucoup parler de lui. Et cette année il revient avec un film qui s'appelle c'est Les Contes du Hasard. J'ai gardé en tête Les Contes du Hasard, mais je crois que le titre complet c'est Les Contes du Hasard et autres malentendus, quelque chose comme ça. Enfin bref, on va l'appeler Les Contes du Hasard. Et en fait c'est une anthologie, il y a 3 histoires dans le film qui sont sur une même thématique du hasard et de l'inattendu. Et c'est un film particulier.
il faut voir le film en sachant à quoi s'attendre, parce que c'est un film de dialogue. C'est un film où vraiment ça ne fait que papoter et que dialoguer en plan fixe. La plupart du temps. Donc c'est vraiment... il faut être prêt à voir ça, et il faut être sensible à ce genre de proposition. Et du coup, dans chaque histoire, il y a des points communs. Déjà, la femme est au centre des histoires, les actrices, les personnages féminins, et le hasard, comme le titre l'indique, et surtout l'inattendu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans chaque conversation, dans chacune des 3 histoires, il y a un truc bizarre qui va se produire, quelque chose d'un peu étrange, quelque chose d'inattendu, et parfois de bizarre, parfois de malsain, parfois de... En fait, les conversations vont aller dans des directions, à chaque fois, vont nous prendre un peu à revers, à contre-pied, et on va se dire, qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce que j'ai mis les pieds ? Et ça, c'est assez passionnant, et vraiment, le film m'a attrapé. Et chaque histoire m'a attrapé, j'avais envie de savoir où ça va, et à chaque fois, j'ai été surpris, et je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce qui se passe ? La seconde histoire, par exemple, elle est assez fabuleuse. L'actrice dans le second conte, elle est fabuleuse. Dans la première histoire, on a un triangle amoureux, avec une histoire d'amour un peu toxique. La seconde histoire, c'est un professeur et une élève, et c'est la rencontre de ces 2 personnages, et l'élève est venu faire dédicacer un livre au professeur qui écrit des livres. Et la conversation entre les 2 va partir dans une direction un peu chelou. Et la troisième histoire, c'est une jeune femme qui va rencontrer par hasard dans la rue une ancienne amie du lycée. Et encore une fois, cette relation va partir dans une direction bizarre. On va se dire, mais ok, c'est chelou. Et évidemment, comme c'est une anthologie, on va préférer une histoire plus qu'une autre, ça c'est évident. Moi par exemple je préfère la première, mais la seconde histoire elle est extraordinaire. Vraiment c'est un film, si vous aimez le cinéma japonais, si vous avez déjà vu un autre film de Hamaguchi, c'est super. Et je pense que ça nous touche particulièrement en Europe et en France, parce que c'est un cinéma, le cinéma d'Hamaguchi, qui est très européen. Vraiment, et je pense que notamment en France, je pense qu'on aime bien, on est touché, on est sensible à ce type de cinéma. Je m'excuse, je tousse. Je me décède. Deuxième film japonais, mais qui en même temps est un film coréen, c'est le film de Koreeda, nouveau film de Koreeda qui est sorti en décembre cette année. Et qui s'appelle... c'est quoi déjà le titre du film ? Les Bonnes Étoiles. Les Bonnes Étoiles de Koreeda. Parce que j'avais le titre international qui est Broker en tête. Et Koreeda, un cinéaste japonais que moi j'aime beaucoup, et qui travaille toujours sur les mêmes thématiques, et là c'est encore le cas, en fait sur la thématique de la famille, et sur l'idée de qu'est-ce qui est le plus fort entre les liens du sang et les liens du cœur. Et c'est les familles recomposées souvent, et il va traiter, c'est souvent des histoires autour de ces thématiques, et traiter ce genre de thématique, ce genre d'histoire sous différents angles. Et là on a Koreeda qui va en Corée pour son nouveau film, c'est-à-dire qu'il va filmer son film en Corée avec des acteurs coréens, donc le film est en coréen, c'est presque un film, c'est soit un film coréen réalisé par un réalisateur japonais, soit un réalisateur japonais qui va faire un film en Corée. Et le film est très très beau, c'est un très très beau film, avec des acteurs coréens et notamment Song Kang-ho, qui est un des acteurs fétiches de Bong Joon-ho. Si vous avez vu Parasite, vous l'avez vu dans Parasite, vous l'avez vu dans The Host, vous l'avez vu dans Memories of Murder, dans Snowpiercer. Vraiment, c'est un acteur que moi j'adore, c'est un acteur fabuleux. Qu'est-ce que ça raconte, Les Bonnes Étoiles ? Du coup, c'est-à-dire qu'en Corée, et c'est le cas aussi en Japon, il existe un truc qui s'appelle les baby box. C'est-à-dire qu'une femme, quand elle a envie d'abandonner, de faire adopter son enfant, elle peut laisser, qu'elle peut pas s'en occuper pour diverses raisons, elle peut laisser son bébé dans ce qu'ils appellent des baby box. Et du coup, il va être recueilli et des gens vont s'en occuper et vont le mettre à l'adoption. Bref, une jeune femme va déposer son bébé dans cette box, mais il va se trouver que
parmi les gens qui travaillent pour la Baby Box, il y a un homme qui en récupère pour en fait les revendre. Il fait du commerce d'êtres humains. Et il y a des policiers qui sont sur leur côte. Donc on va suivre ces personnages qui ont pris cet enfant pour le faire adopter, pour le revendre, qui vont être poursuivis par la police, mais la jeune femme qui a abandonné son enfant va revenir, va se retrouver avec les gens qui veulent faire adopter cet enfant, et du coup une petite famille va se créer. C'est hyper mal expliqué. Bref, il y a une sorte de famille recomposée qui va se créer entre ces gens qui ont pris l'enfant, la femme qui l'abandonne, puis il y a les policiers qui vont être là derrière, et on va suivre ces gens qui en fait vont créer une famille, un noyau familial, et c'est ces gens qu'on va suivre, et c'est un très beau film. C'est un très très beau film, et d'ailleurs il est sorti le même mois en décembre que Avatar 2, et ça parle de la même chose, les thématiques de la famille recomposée, de l'adoption. Vraiment c'est assez étonnant de voir que ces thématiques sont dans les deux films. Et encore une fois, si vous aimez le cinéma de Koreeda, allez-y, c'est un sublime film. Vraiment, c'est super. J'ai hyper mal expliqué le pourquoi du comment. Mais bref, moi j'ai beaucoup aimé Les Bonnes Étoiles de Koreeda. Ah, là j'ai envie d'évoquer un film qui est Everything, Everywhere, All at Once. Film qui a fait beaucoup parler de lui cette année, mais un film qui me laisse perplexe. Pourtant c'est un film que j'ai vu 2 fois, et la première fois j'étais absolument enthousiaste. Vraiment, j'ai trouvé, la première fois je me suis dit waouh, mais c'est extraordinaire, qu'est-ce que c'est que ce film. Vraiment, il était dans mon top 3, et je l'ai revu, et le film est redescendu, et il ne fait que redescendre en fait, même si je trouve que c'est un film important de l'année et que ça reste un film extraordinaire. Je trouve qu'il y a des problèmes dans le film, il veut trop en faire. Vraiment, la deuxième fois, le film m'a pas mal saoulé, et je me suis dit ok, là t'es trop long, là tu tartines, là il y a trop de choses, vraiment tu coupes-moi 20-30 minutes, là ça m'a saoulé. Mais il n'empêche que le film est propose des choses assez fabuleuses, et c'est le meilleur film de multivers cette année. Vraiment, c'est 1000 fois mieux que Doctor Strange 2. Et on a une Michelle Yeoh fantastique. Vraiment, rôle principal, Michelle Yeoh, elle est fantastique dans le film. Il y a des idées, en veux-tu voilà, franchement, c'est un film avec des idées. C'est un film qui, vraiment, avec peu de budget. Les effets spéciaux fonctionnent alors qu'ils ont très très peu de budget. Vraiment, il y a plein d'idées. Le film est très très drôle, il y a des idées hilarantes. C'est un film aussi qui est plein d'influences, d'inspiration. Il y a du cinéma de Kung Fu, il y a du cinéma de Wong Kar-wai. Ça, moi, ça m'a pas mal plu. Vraiment, il y a des moments où c'est carrément du cinéma de Wong Kar-wai. Tu sens qu'ils ont envie de faire rendre hommage à ce cinéma-là. Moi, j'adore Wong Kar-wai, donc ça m'a plu. Et il y a plein de choses vraiment. Mais après, c'est un film difficile à expliquer, à décrire. C'est Matrix, X Rick and Morty, X Wong Kar-wai, X les films de Kung Fu. Vraiment, c'est une espèce de melting pot, de mélange de plein de choses qui donne un film bizarre, mais un film complètement dingue. Il est vraiment dans mon top 20, mais c'est un film qu'il faut que je revoie. Je pense que c'est un film qu'il va falloir que je revoie, et peut-être plus je vais le revoir, moins je vais l'aimer, ou peut-être inversement. Mais en tout cas, c'est un film fou. Vraiment, je pense que c'est un film à voir de 2022. Parlons du cinéma français. J'ai envie de parler de 2 films français sortis cette année qui m'ont pas mal plu. Il y a La Nuit du 12. La Nuit du 12 qui est un film très 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 bien. C'est un film... comment expliquer qu'est-ce que c'est La Nuit du 12 ? C'est un film sur une enquête policière qui n'a pas de conclusion. C'est-à-dire qu'on ne saura jamais qui est le meurtrier, on ne saura jamais le fin mot de l'histoire. Et c'est expliqué dès le début. C'est comme Zodiac, pour ceux qui ont vu Zodiac, ou comme Memories of Murder, pour ceux qui ont vu Memories of Murder. Le problème, c'est là le problème que j'ai avec le film, même si c'est très très bien, vraiment La Nuit du 12 c'est très très bien, c'est que il est impossible de ne pas le comparer à par exemple Memories of Murder, et regardez plutôt Memories of Murder, c'est un chef-d'œuvre, le film est extraordinaire, et c'est à peu près
la même idée, c'est ça le problème. Et c'est un moins bon film que les deux autres que je viens de... que Zodiac ou que Memories of Murder. Mais le film est intéressant parce qu'au-delà de parler d'une enquête qui patine, d'un enquêteur qui patine, qui rencontre des gens, en fait c'est un film qui va parler, parce que c'est une femme qui a été tuée dans des circonstances horribles parce qu'elle a été brûlée vive, et les enquêteurs vont chercher à comprendre qui a pu faire ça, et ils vont rencontrer des gens, et ils vont se rendre compte, au cours de l'enquête, ils vont rencontrer des hommes, et ils vont se rendre compte que chacun de ces hommes peut l'avoir tué en fait. Tous, ils ont un motif, tous ils ont un mobile, et tous ils pourraient l'avoir fait. Et en fait, le film parle de ça. Parle de la toxicité masculine et de la femme en fait, dans cet univers. Et il y a un moment donné, il y a un dialogue où en fait il y a un personnage qui va dire « Elle est morte juste parce que c'est une femme ». Et oui, c'est très probablement le cas. Elle est probablement morte juste parce que c'était une femme. J'ai oublié de dire que c'était adapté d'un livre et que c'est adapté aussi d'une histoire vraie. À la base, tout ceci part d'événements réels. Et en fait, ça parle de ça. Ça parle des hommes et de la violence des hommes envers les femmes. Au-delà de l'enquête, en fait. L'enquête et tout ça, c'est pas vraiment ça qui est important. Et c'est ça le sujet du film. Et là-dessus, c'est très très beau. Il y a des très belles choses dans le film. Vraiment, la fin et je trouve la dernière partie du film, j'aime beaucoup la dernière partie du film. Et l'acteur principal est super, l'enquêteur. Et malheureusement, il pâtit de la comparaison vis-à-vis de films qui traitent des mêmes sujets. Et c'est un peu dommage, mais c'est vraiment un super film que je recommande. La nuit du 12. Deuxième film français, c'est À plein temps de Éric Gravel avec Laure Calamy. Laure Calamy qui est partout en ce moment. Vraiment, je crois que je l'ai vue dans 3 films cette année et elle est tout le temps extraordinaire. Vraiment, c'est une actrice fabuleuse. Et À plein temps, alors À plein temps, je vais vous dire le synopsis, c'est typiquement le film français social qui nous emmerde et qui fait chier. Parce que, mais vous allez voir que c'est pas du tout ça. Le pitch, c'est une femme qui est célibataire, qui élève 2 enfants et qui essaie de survivre en fait dans cet univers. Elle essaie d'être présente partout pour ses enfants, pour son travail. Elle cherche un nouveau travail et en fait elle se retrouve dans un moment où il y a des grèves des transports et elle a besoin des transports pour aller à son travail et du coup elle va galérer. Et on va suivre Laure Calamy, cette femme qui galère dans sa vie pour juste aller travailler, pour juste mener ses enfants à l'école, pour juste trouver des gens pour s'occuper de ses enfants, pour avoir des entretiens, pour trouver un nouveau travail, juste pour prendre le train, enfin bref. C'est ça le film. Là où le film est intéressant, c'est qu'il est filmé, il est mis en scène comme un thriller. C'est-à-dire que pendant 1h20, 1h30, on suit un thriller en fait. C'est un film d'action. C'est vraiment... le film est tendu, le suspense est insoutenable. Est-ce qu'elle va réussir à avoir... C'est si bête que ça en plus. Est-ce qu'elle va réussir à avoir son train ou pas? Est-ce qu'elle va réussir à retrouver ses enfants? Est-ce qu'elle va réussir à rentrer chez elle pour retrouver ses enfants? Et tu sens qu'elle croule sous plein de choses, elle va se noyer. On se dit où est-ce que ça va aller? Est-ce qu'elle va craquer? Est-ce qu'elle va pas craquer? Est-ce qu'elle va s'en sortir? Est-ce qu'elle va pas s'en sortir? Est-ce que cette grève, ça casse les couilles? Est-ce qu'elle va réussir à avoir un taxi? Est-ce qu'elle va réussir à arriver à son travail à temps? Tu sens qu'elle, quand elle est en retard, elle prend une pression en plus. C'est une femme qui en fait a une pression énorme et essaie de s'en sortir et a une charge mentale de ouf. Et c'est un thriller et c'est vraiment hyper bien. C'est tendu pendant 1h30. C'est vraiment on a du suspense pendant 1h30 à savoir où ça va, et on a de l'empathie pour cette femme, mais vraiment Laure Calamy, elle tient le film sur ses épaules à bout de bras et vraiment c'est un super film de cette année et je recommande de s'intéresser un peu au cinéma français parce que parfois il y a des petites propositions qui sortent du lot et c'est mine de rien très intéressant.
Le dernier film dont j'ai envie de parler dans cette vidéo qui est déjà beaucoup trop longue, je voulais faire court, ça saoule, c'est Asbestas. Asbestas de Sorogoyen, cinéaste espagnol. Alors c'est un film franco-espagnol, et Sorogoyen c'est un cinéaste extraordinaire, et là il nous balance Asbestas et une claque. Un grand film de cette année qui nous raconte. Alors c'est un film avec un synopsis encore une fois tout simple. C'est une histoire de voisinage, et une histoire de voisinage qui se passe mal, et qui va mal se passer, et qui va mal finir. Et on suit Marina Foïs et, comment s'appelle-t-il déjà, Denis Ménochet. Denis Ménochet qui est extraordinaire, j'adore cet acteur. Pareil, je l'ai vu dans plein de films cette année, et je le trouve toujours formidable. Vraiment un des acteurs français qui est charismatique au possible. Vraiment, je l'adore. Et donc on va suivre ce couple, Denis Ménochet et Marina Foïs, qui vont en fait s'installer en Espagne, en Galice, et qui vont vivre une vie d'agriculteur, et ils vont essayer de vivre de ça dans ce pays qui n'est pas le leur. Et va y avoir des relations tendues avec le voisinage, parce qu'ils sont français, parce qu'ils sont pas d'ici, parce qu'ils... Voilà. Et en fait, le film, c'est un film... C'est presque un film d'horreur. En fait, j'ai envie de dire que c'est le film d'horreur de l'année, alors que c'est pas un film d'horreur. C'est ça qui est fou, parce que le film est tendu. Il y a une tension, tu sens que ça va exploser à tout moment, dès les 5 premières minutes. La musique d'ailleurs fait un taf formidable. Je l'ai pas dit pour À plein temps. Je reviens. Mais À plein temps, la musique de À plein temps, elle est super. Elle fait aussi énormément le taf. Je pense qu'elle fait 50% du film et de la tension et du suspense du film. Je reviens sur Asbestas. La même pour Asbestas, la musique est très 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 bien. Ah, j'ai pas parlé des musiques cette année, mais j'aurais pu. Bref, c'est pas grave. Parce que je réécoute pas mal les OST et les musiques des films en dehors des films. Et il y a pas mal de musiques qui m'ont marqué cette année, de films dont j'ai pas parlé, mais bon, c'est pas grave. C'est une autre histoire, c'est un autre sujet. Asbestas, encore une fois, c'est une sorte de thriller où tu sens dès les 5 premières minutes que ça va partir en vrille. Tu sens que le conflit va exploser, va dégénérer. Tu sens que la violence... C'est un film sur la violence. Quand la violence éclate, qu'est-ce que tu fais après que la violence a éclaté ? Comment tu vis avec ça ? Vraiment, avec un truc tout bête de juste un conflit entre voisins. Et il y a des scènes d'une tension mais phénoménale. Vraiment, la mise en scène est incroyable. Le film te prend, te chope et te lâche plus du tout. Vraiment, c'est un film incroyable, c'est un film très fort. C'est un film qui m'a pas mal marqué encore une fois cette année. Et un grand film de l'année. Denis Ménochet est formidable, et Marina Foïs sur la fin du film, elle est extraordinaire. Elle fait une performance extraordinaire. Voilà, sur ce, j'ai été beaucoup trop long. J'ai parlé de tous ces films. Hop, c'est les films que j'ai préférés cette année en 2022. Nous sommes en 2023. J'essaierai de faire sur Twitch, sur la chaîne Twitch, une petite tier list de tous les films, ou presque, que j'ai vus en 2022. On fera ça pendant des heures, parce que ça va prendre 1000 ans. Ça va être long, parce que je l'ai pas dit, mais j'ai vu beaucoup de films. D'ailleurs, je n'ai pas tout vu. J'aurais dû le dire en début de la vidéo. Mais j'ai vu bien 120, 130 films de 2022. Mais j'ai pas tout vu, hein, loin de là. Vraiment, il y a plein de films que j'ai pas vus, genre des Pacifiction, des Nuits de Machad, ou Leila et ses frères, qui vont se retrouver beaucoup dans les tops. J'ai vu beaucoup de tops où un film comme Leila et ses frères se retrouve souvent. Malheureusement, j'ai pas eu le temps, mais c'est des films que j'ai envie de voir, mais que j'ai pas eu le temps ou que j'ai raté. Et du coup, voilà, là mon top il est personnel. Ce qu'il faut retenir vraiment, c'est le top 5. 6-7 parce que j'ai des ex-aequo. Et après, c'est vraiment des films que j'ai aimés, mais c'est pas des évidences. Je suis en train de canner, hein. Je vous le dis, je suis en train de canner. Donc on se retrouve très vite sur Twitch. Viendez, à bientôt. A plus. Merci de m'avoir écouté. Au revoir. Bonne année.